Des corps au milieu de la route ou sur les trottoirs, c'est le terrible spectacle découvert par les soldats ukrainiens en entrant dans la ville de Boutcha, à 30 km au nord-ouest de Kiev. Rien que dans cette rue, on compte 22 cadavres. Une bourgade récemment désertée par l'armée russe. Les survivants ne cachent pas leur colère. Les salauds. Je suis désolé. Le tank était derrière moi et il tirait. Les chiens. Nous sommes restés 2 semaines dans la cave, avec de la nourriture, mais sans lumière, ni chauffage. Tous les cadavres sont des hommes, des civils. L'un d'eux a les mains liées dans le dos, l'autre a été fauché à vélo. Dans ce jardin, à l'arrière d'une maison, un cimetière a été improvisé. 4 personnes reposent ici. Mais derrière l'église, c'est une véritable fosse commune qui a été découverte, avec 57 corps partiellement inhumés. Rien qu'à Boutcha, on estime que 300 hommes et femmes ont dû être enterrés à la hâte. Ceux qui ont échappé à la mort sortent enfin de chez eux. Nous sommes sous un bombardement constant depuis plus d'1 mois. Dès le premier jour, tout a été coupé. L'eau, l'électricité et le gaz. Puis Internet. Nous étions coupés du monde entier. Face à ces atrocités, le président ukrainien dénonce un massacre organisé. En effet, c'est un génocide. L'élimination de toute une nation, de tout un peuple. Indignation aussi dans le monde entier, à commencer par l'Europe. Via Twitter, Charles Michel, président du Conseil, promet une réaction. L'Union européenne se tient aux côtés de l'Ukraine et des ONG qui se chargent de rassembler les preuves en vue de poursuites devant les cours internationales de justice. De nouvelles mesures européennes de sanctions et de soutien sont en préparation. Pour le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, les images de Boutcha sont un coup de poing dans l'estomac. La France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne évoquent des poursuites pour crimes de guerre. En réponse, Moscou dément tout massacre à Boutcha, accusant l'Ukraine de provocation, de quoi compliquer encore plus les négociations qui doivent reprendre demain entre Russes et Ukrainiens. Bonsoir Julien Pomarène, vous êtes chercheur en sciences politiques à l'ULB et à l'Université d'Oxford. On va tenter de comprendre la portée politique de ces images. On entend depuis ce matin des réactions indignées de nombreux pays occidentaux. Est-ce que pour autant ça va changer la nature du conflit, les équilibres diplomatiques ? Alors sur un plan militaire, d'abord je dirais que non, ça ne changera pas grand-chose dans la mesure où en fait ce qu'on a vu à Boutcha, c'était la triste continuité de crimes de guerre qui sont déjà en cours. Bombarder des corridors humanitaires, c'est déjà un crime de guerre. Sur un plan plus diplomatique, je crois qu'on assistera à une sorte de changement dans la continuité. Continuité parce qu'il y aura des condamnations massives, assez unanimes, qui continueront à pleuvoir, et des changements dans la mesure où il y aura d'autres trains de sanctions, peut-être, ou d'autres livraisons d'armement encore qui sont probablement discutées. Alors Julien Pomarène, vous restez avec nous, mais vous venez utiliser le mot crime de guerre. D'autres le font aujourd'hui, par exemple le Premier ministre britannique Boris Johnson. Il qualifie les actes de l'armée russe donc de crimes de guerre. D'autres estiment même qu'un mandat d'arrêt international devrait être émis contre Vladimir Poutine. Alors concrètement, comment mener ce type d'enquête ? Comment démontrer d'éventuels crimes de guerre sur le terrain ? Le décryptage d'Isabelle Husson et Olivier Boulinck. Sur cette autoroute qui va à Kiev, des voitures calcinées, avec autour et à l'intérieur des corps pris au piège par les flammes. Ces véhicules ont été la cible de tirs de tanks russes alors qu'elles tentaient de rejoindre la capitale pour échapper à l'avancée de l'armée ennemie. Les 13 corps sont là depuis des jours. Ils constituent des possibles preuves de crimes de guerre. Vaios Koutroulis est professeur d'université en droit international. Il rappelle qu'il faut qu'une enquête ait lieu. Moi, ce que je ne veux pas faire, c'est rattacher la qualification des crimes de guerre à ces faits-là. Parce que juridiquement, cette qualification-là ne peut exister qu'à partir du moment où on a un jugement, qu'à partir du moment où on a identifié que les faits ont été commis et on a identifié les auteurs des faits commis. Ces photos transmises par l'armée ukrainienne viennent toutes de localités de la région de Kiev. Elles aussi serviront à l'enquête. Elle a déjà été ouverte par la Cour pénale internationale et elle pourrait prendre du temps, de 2 à 10 ans. Ceux qui sont du côté des civils disent qu'il s'agit des crimes de guerre parce que les civils ont été délibérément visés. Ceux qui sont du côté de l'attaquant disent non, il y avait une raison pour laquelle on les a visés. Par exemple, ils participaient directement aux hostilités. Si les faits sont avérés, les auteurs, les complices, mais aussi les responsables pourraient être condamnés.
Un mandat d'arrêt pourrait être délivré contre Vladimir Poutine. Problème, la Russie ne reconnaît pas la Cour pénale internationale. Elle ne livrera pas d'elle-même son président et pas sûr que d'autres pays où il pourrait se rendre en prennent la responsabilité. Selon les règles de droit international public, Poutine bénéficie d'une immunité en tant que chef d'État. Et donc, il y a tout un nombre d'États qui ne voudront pas exécuter le mandat d'arrêt. Un précédent existe. Omar al-Bashir était visé par un mandat d'arrêt pour son rôle dans le génocide au Darfour. Mais l'ancien président soudanais n'a pas été inquiété pendant plus de 10 ans, jusqu'au changement de régime dans son pays. Il y a un an, Vladimir Poutine a lui fait en sorte que la loi russe lui permette de rester au pouvoir jusqu'en 2036. Et ces macabres découvertes faites aux alentours de Kiev ont été faites car les Russes ont quitté la région. On va parler de ce redéploiement militaire avec vous dans un instant, Julien Pomarède. Mais d'abord, écoutez le témoignage de notre correspondante à Kiev, Maureen Mercier. Elle nous explique que la population sur place aussi entre soulagement et tristesse. On l'écoute. Oui, il y a évidemment une forme de soulagement parce qu'on n'entend plus les sirènes comme on les entendait il y a encore 24 ou 48 heures ici à Kiev. Mais il y a surtout une immense tristesse. Pourquoi ? Parce que le retrait des troupes russes signifie qu'on a accès enfin, notamment à la ville d'Irpin, dans le nord-est de la capitale. Cette ville a subi des combats absolument effroyables ces dernières semaines. La ville est totalement détruite. Et puis surtout, nous les journalistes, on a enfin accès aux témoignages des civils qui sont restés ces dernières semaines coincés dans cette localité. J'ai pu interviewer notamment des grands-mères qui me disaient comment la violence des militaires russes à l'encontre des jeunes hommes ukrainiens civils surtout était absolument effroyable. Ces grands-mères me racontaient comment les militaires russes sont allés traquer jusque dans les caves ces jeunes hommes pour les abattre. Tous ces témoignages commencent à faire surface dorénavant. Une jeune Ukrainienne me disait « Je n'ai pas dormi de la nuit, j'ai même pleuré pour la première fois depuis le début de la guerre parce qu'elle entend ces témoignages absolument terrifiants depuis hier soir. Elle a pleuré donc pour la première fois. Je dirais qu'ici à Kiev, plus qu'un soulagement, c'est vraiment la tristesse qui s'est emparée de la capitale. Julien Pomarède, on l'a compris, l'armée russe a quitté les environs de Kiev. Pour aller où ? Que se passe-t-il sur le terrain ? Alors on assiste là à une sorte de troisième séquence dans le cadre de cette guerre, c'est-à-dire une restructuration du dispositif militaire russe autour du Donbass. Donc si les Russes quittent Kiev, c'est pour d'une part les redéployer vers le Donbass et vont probablement passer vers la Biélorussie pour faire une pause opérationnelle et être ensuite reconduite vers le Donbass, vers Louhansk. Et le deuxième objectif pour opérer dans le Donbass, ça va être aussi de transférer les troupes qui ont réussi à conquérir, je crois, avant-hier, Izium, qui est entre Kharkov et Louhansk, et qui vont aussi là essayer de faire une poussée dans le Donbass. Mais à nouveau, ça va être difficile parce que ce sont des troupes qui ont été particulièrement éprouvées, épuisées par les combats, et donc les rediriger vers le Donbass, ça ne va pas non plus être quelque chose de facile. Alors, on entend ici et là, ces derniers jours, que tout ça, finalement, c'était la stratégie voulue par les Russes, que Kiev, ce n'était qu'une diversion. Est-ce que ça paraît crédible ? Alors à l'image d'autres spécialistes des questions de défense, je suis assez sceptique à l'idée que c'était une diversion, parce qu'une diversion, ça sert avant tout à détourner l'attention de l'ennemi. Or, quand on engage plus de 2/3 de ses effectifs dans le nord et dans le sud et qu'on les littéralement épuise, on n'est plus dans une logique, on va dire, de diversion. Je crois que la Russie est tombée dans une stratégie qui n'a pas fonctionné, qu'elle s'est déployée sur plusieurs fronts, qu'elle s'est dispersée. Et là, ce qui est littéralement en train de se faire, c'est d'essayer de corriger ces erreurs en s'en redéployant sur le Donbass, qui, aux yeux des états-majors russes et du Kremlin, paraît plus crédible et faisable. Alors, en parallèle, évidemment, de ce qui se passe sur le terrain, il y a des négociations diplomatiques. Ce matin, on avait l'impression que ça a avancé un petit peu. On évoquait même la possibilité d'un sommet entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine. Où en est-on au niveau diplomatique ? Au niveau diplomatique, hélas, les avancées sont très minimes. Alors on dit que ça peut avancer parce qu'on a mis sur la table des termes en commun qu'il n'y avait pas avant. Par exemple, dont cette fameuse neutralité de l'Ukraine. Mais le problème, c'est que dans ces termes qu'on met sur la table, on ne s'entend pas du tout sur le contenu. Cette question de neutralité, soutien ou pas des Occidentaux, ça fait débat entre le Kremlin et Kiev. Et aussi cette question de la reconnaissance des deux républiques séparatistes du Donbass.
Zelensky veut le soumettre à un référendum. Donc c'est possible que ça ne passe pas du côté russe. Donc il faut toujours regarder, on va dire, aussi les cartes opérationnelles. Ce qu'elle nous dit, il y a encore beaucoup de violences qui sont commises. Un nouveau front est prioritaire. Donc très probablement, voilà, dans les semaines qui viennent, à nouveau les jours, les semaines qui viennent, les avancées seront encore assez minimes. Oui, sans doute que la fin du conflit malheureusement n'est pas pour demain. Merci beaucoup d'être venu, Julien Pomarède. On rappelle que vous êtes chercheur en sciences politiques à l'ULB et à l'université d'Oxford. Et voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur la situation en Ukraine.